Vous êtes prêtre. En l'an 1396, debout dans les salles de pierre froide de l'abbaye de Westminster, votre souffle se condense dans l'air d'automne, tandis que vous serrez votre livre de prière contre votre poitrine. Autour de vous, les serviteurs s'affairent, courant dans un murmure de soie et de pas pressés. Ils préparent ce que les courtisans disant être le mariage royal le plus insolite que l'Angleterre ait jamais connu. La mariée est arrivée de France, une princesse, dit-on, fille du roi Charles VI lui-même. Vous avez béni tant de mariages au cours de votre vie, unis d'innombrables mains par les liens sacrés du mariage. Mais jamais, jamais vous n'avez vu un tel émoi à la cour. Les grandes portes de chêne s'ouvrent lentement, le cortège nuptial entre, et vos yeux s'écarquillent d'incrédulité. Le marié, le roi Richard II, impressionne à 29 ans. Grand d'allure royale, ses cheveux blonds captant la lumière filtrée par les vitraux. À ses côtés marche ce qui semble être un enfant. Elle lui arrive à peine au coude, sa minuscule main engloutie par la paume gantée du roi. Elle ne doit pas avoir plus de 6, peut-être 7 ans. Cette petite princesse, dans sa robe française somptueuse, ses cheveux noirs tressés, de perles si lourdes qu'elles semblent ployer sa tête fragile. Vous vous appuyez contre la balustrade de l'autel. Voici Isabelle de Valois, la nouvelle reine d'Angleterre. De votre vivant, vous avez vu des mariés de 12 ou 13 ans. Les mariages politiques sont la coutume des familles nobles. Et après tout, vous comprenez l'époque dans laquelle vous vivez. La vie est brève et incertaine. La grande peste a ravagé le pays il y a à peine 50 ans, emportant la moitié de la population. Les rois doivent consolider leurs alliances tant qu'ils le peuvent, et les mariages scellent les traités plus sûrement que n'importe quel parchemin ou sceau. Au début de la cérémonie, vos yeux se posent sur le visage de l'enfant. Elle ne paraît pas effrayée, seulement curieuse. Ses grands yeux sombres contemplent la grandeur qui l'entoure. Les arches gothiques élancées, les bougies vacillantes, les nobles vêtus de leurs plus belles soies et de leurs velours les plus riches. Lorsque le roi Richard prononce ses vœux, sa voix est douce, presque protectrice. Ce n'est pas un monstre prenant une enfant pour épouse afin d'assouvir ses désirs les plus vils. Non, c'est un roi, cherchant à sauver un trône fragile et une alliance entre deux royaumes. Voici un roi qui accomplit son devoir envers son royaume, assurant la paix avec la France grâce à ce lien sacré. Le mariage ne sera pas consommé. Tout le monde le sait. La jeune reine sera élevée et éduquée à la cour d'Angleterre jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. C'est ainsi que vont les choses. Vous bénissez leur union d'une voix posée, même si votre cœur bat étrangement lorsque vous les déclarez mari et femme. En voyant cette petite fille devenir reine d'Angleterre, on ne peut s'empêcher de se demander quel destin l'attend dans le dangereux jeu de la politique royale. Avant de plonger dans ces récits oubliés de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous écoutez. Je trouve fascinant que nous explorions ensemble ces fragments d'un passé lointain, venus de toutes les régions du monde, unis par notre curiosité commune pour le temps et la mémoire. Le mariage d'Isabelle de Valois avec Richard II n'a jamais été conçu comme une histoire d'amour. Ce fut un chef-d'œuvre de diplomatie médiévale, une pièce d'échecs humaine déplacée sur l'échiquier, pour mettre fin à l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire européenne, la guerre de 100 ans. Mais pour comprendre le destin d'Isabelle, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle est née et les forces qui allaient façonner sa brève et tragique existence. Isabelle naquit le 9 novembre 1389 au Palais du Louvre à Paris. Elle était la fille aînée de l'un des monarques les plus tourmentés de l'Europe médiévale.
le roi Charles VI de France. Son père souffrait de crises de démence, des accès de folie terrifiants pour la jeune princesse. Connu dans l'histoire sous le nom de Charles le Fou, le roi passait d'un dirigeant compétent à un homme perdu dans ses propres illusions. Parfois, il croyait être fait de verre, craignant de se briser au moindre mouvement. D'autres fois, il refusait de se laver pendant des mois, ou fuyait ses proches, convaincu qu'ils voulaient l'assassiner. Imaginez l'enfance de la petite Isabelle, dans une cour aussi opulente qu'instable. Un jour, son père la faisait rire, la couvrait de présents et de tendresse. Le lendemain, elle pouvait le trouver recroquevillé dans un coin, hurlant que des ennemis invisibles venaient le tuer, ou immobile pendant des heures, persuadé que s'il bougeait, son corps de verre se briserait en mille éclats. Durant ces sombres épisodes, les serviteurs du palais emmenaient précipitamment les enfants. Mais dans les yeux de la jeune Isabella, la peur et la confusion demeuraient. Sa mère, Isabeau de Bavière, était une femme d'une rare prestance, forte, intelligente, ambitieuse. Elle s'efforçait de maintenir l'unité du royaume pendant les longues périodes d'incapacité de son mari, le roi Charles. Belle et d'un esprit affûté, Isabeau savait mieux que quiconque que ses enfants représentaient bien plus qu'une descendance. Ils étaient des pièces maîtresses sur l'échiquier complexe de la politique européenne. Elle observait sa fille aînée avec attention, consciente que la beauté et le sang royal d'Isabella pourraient un jour assurer à la France une alliance décisive. Le monde dans lequel la jeune princesse vit le jour était un monde ravagé par la guerre. Depuis près de 60 ans, la France et l'Angleterre s'affrontaient dans un conflit sans fin, la guerre de 100 ans. Tout avait commencé par la revendication du trône de France par les rois d'Angleterre. Mais, au fil des décennies, la querelle était devenue bien plus qu'une lutte de couronne. C'était une guerre d'identité, de suprématie économique et de domination territoriale. Une guerre qui avait consumé des générations entières. Les villages français n'étaient plus que ruines, dévastés par les chevauchées anglaises. De l'autre côté de la Manche, les nobles anglais avaient dilapidé leur fortune dans d'interminables campagnes militaires. Les deux royaumes étaient épuisés, leurs trésors vides, leur peuple las de la guerre. Pourtant, dans les années 1390, un souffle nouveau parcourait les cours d'Europe. Des rumeurs de paix commençaient à circuler. Mais la paix, hélas, ne se signe pas seulement avec des mots. Elle exige des liens solides, des alliances qu'on ne peut briser aisément. Et c'est ainsi que, à l'âge de 6 ans, la petite Isabella de France fit son entrée sur la grande scène de la politique européenne. L'idée de marier Isabella au roi Richard II d'Angleterre émergea pour la première fois lors de négociations secrètes en 1395. Richard, à ce moment-là, était un homme brisé par le chagrin. Sa première épouse, Anne de Bohême, appelée par le peuple la bonne reine Anne, était morte l'année précédente. Emportée par la peste, aimée pour sa douceur et sa générosité, Anne avait conquis le cœur des Anglais. Sa disparition laissa Richard dévasté et sans héritier. Une situation dangereuse pour tout roi médiéval. Les conseillers du roi Richard II l'incitèrent à se remarier rapidement. Mais le roi d'Angleterre se montra d'abord réticent. Son union avec Anne de Bohême avait été fondée sur une véritable affection. Chose rare parmi les mariages royaux. L'idée même de la remplacer lui paraissait une trahison envers la mémoire de celle qu'il avait aimée. Mais le devoir envers le royaume, finit par l'emporter sur les sentiments personnels. Et lorsque les ambassadeurs français arrivèrent avec une proposition capable de mettre fin à la guerre, Richard commença à écouter. La proposition française était audacieuse. Audacieuse par son ampleur et par ses promesses. Ils offraient non seulement
la main de la fille aînée du roi de France, mais aussi une dot colossale de 800 000 francs, une somme astronomique, capable de renflouer les caisses d'Angleterre, vidées par des décennies de guerre, et plus encore. Les Français proposaient une trêve de 28 ans. 28 ans de paix, assez longtemps pour qu'une génération entière puisse grandir sans connaître la guerre. Mais un obstacle majeur demeurait. Isabella n'avait que 6 ans. Même pour l'époque médiévale, c'était exceptionnellement jeune. Pour une mariée royale, la plupart des alliances politiques concernaient des jeunes filles déjà proches de l'adolescence. Mais les négociateurs français, eux, présentaient cette jeunesse comme un avantage. Ce mariage, disaient-ils, symboliserait un nouveau départ. Un lien pur, encore intact de la haine, du sang et des rancunes qui avaient empoisonné les relations entre la France et l'Angleterre. Isabella serait élevée à la cour d'Angleterre. Elle y apprendrait la langue, les coutumes et les allégeances anglaises. Et lorsqu'elle atteindrait l'âge de régner, en tant que reine consort, elle serait autant anglaise que française. Mais les conseillers de Richard restaient profondément divisés. Certains voyaient dans cette offre un coup de maître politique. La dot seule pourrait financer la maison royale pendant des années, et la longue trêve permettrait à l'Angleterre de se concentrer sur d'autres menaces, notamment la puissance croissante de l'Écosse et les rébellions persistantes en Irlande. D'autres s'inquiétaient du précédent que constituerait le mariage d'une enfant si jeune, craignant que cela ne scandalise même la noblesse médiévale. Mais Richard, lui, était intrigué par toute autre chose. Les observateurs de la cour remarquèrent que lorsqu'il vit le portrait miniature d'Isabella, envoyé par les ambassadeurs français, son expression s'adoucit. Voilà un enfant, pensa-t-il, qui aurait besoin de protection, de conseils et de soins. Certains murmuraient à voix basse. Le roi sans enfant voyait dans cet arrangement non seulement une alliance politique, mais aussi l'occasion d'être père autant que mari. Les négociations se prolongèrent pendant des mois. Les ambassadeurs traversèrent la Manche, encore et encore, pour peaufiner chaque détail du traité. Chaque aspect de la vie future d'Isabella fut débattu, discuté, puis codifié dans des documents, scellés à la cire et au ruban. Elle conserverait ses domestiques et ses dames de compagnie françaises. Elle serait autorisée à suivre les coutumes de son pays et à entretenir une correspondance régulière avec sa famille. Mais, plus important encore, toutes les parties convinrent que le mariage ne serait pas consommé avant qu'elle n'atteigne sa maturité physique. Une protection exceptionnelle, explicitement inscrite dans le traité. Pendant ce temps, à Paris, la petite Isabella, âgée de 6 ans, jouait avec ses poupées, ignorant que son destin se décidait dans les salles du conseil, et se scellait à l'encre, à la cire et au ruban royal. Ses précepteurs commencèrent à lui enseigner quelques mots anglais. Des couturières s'affairaient déjà à confectionner un corset digne d'une reine. On lui annonça qu'elle allait épouser un grand roi vivant de l'autre côté de la mer. Mais à 6 ans, ce concept n'était pas plus réel pour elle que les contes de fées que ses nourrices lui murmuraient avant le sommeil. La cérémonie du mariage eut lieu, non pas une seule fois, mais 2 fois. Symbole de la complexité diplomatique de cette union. Isabella n'avait que 7 ans lorsqu'elle épousa Richard II, au port de Calais, alors sous contrôle anglais, le 31 octobre 1396. Cette première cérémonie fut intime, présentant surtout des négociateurs et quelques nobles de haut rang venus des 2 royaumes. Calais, territoire anglais sur sol français, offrait un terrain neutre pour ce moment chargé d'histoire. Debout dans la grande salle du château de Calais, la petite Isabella devait être submergée par la gravité de l'instant. Elle portait une robe de tissu d'or,
si lourde de broderies et de perles, qu'elle avait besoin d'aide pour marcher. Son nouvel époux, Richard II, s'agenouilla à sa hauteur pour échanger les alliances, et les témoins remarquèrent avec quelle douceur il lui releva le menton, lorsqu'elle sembla effrayée par tous ces nobles rassemblés qui la fixaient en silence. 1 an plus tard, elle fut couronnée reine d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Ce jour-là, la foule était si nombreuse que plusieurs personnes périrent dans la bousculade, cherchant à apercevoir la célèbre jeune mariée. Le peuple anglais avait entendu parler de sa nouvelle reine enfant, et la curiosité attira des foules immenses à Londres pour assister au couronnement. La cérémonie elle-même fut un spectacle grandiose, un déploiement de faste royale, destiné à montrer à la noblesse d'Angleterre comme aux observateurs étrangers que cette union, aussi inhabituelle soit-elle, bénéficiait du plein soutien de la couronne. Isabella traversa les rues de Londres dans une litière somptueuse, ornée de roses anglaises et françaises, symbolisant avec une grâce enfantine l'union des 2 royaumes. Elle portait une couronne délicatement façonnée pour sa petite tête, et sa longue traîne était portée par des duchesses anglaises, choisies pour être ses tutrices et ses enseignantes. La foule massée le long des rues lançait des bénédictions en anglais, langue qu'elle commençait à peine à comprendre, mais elle souriait et saluait doucement, comme on le lui avait appris. Le festin du couronnement qui suivit dura 3 jours entiers. On y vit des jongleurs, des musiciens et des représentations théâtrales glorifiant le futur radieux que ce mariage promettait aux 2 royaumes. Isabella était assise à la table d'honneur, à côté du roi Richard II, picorant sa nourriture avec la grâce et les manières que ses précepteurs français lui avaient patiemment enseignées. Autour d'elle, les nobles levaient leurs coupes, portant des toasts à la santé de la jeune reine. Mais alors même que les festivités se poursuivaient, les courtisans les plus expérimentés commençaient déjà à s'interroger. Combien de temps tout cela durerait-il? Les trêves médiévales, aussi somptueuses soient-elles, restaient des constructions fragiles. Richard II, malgré le pouvoir dont il jouissait encore, n'était pas universellement aimé de ses seigneurs. Des murmures de mécontentement commençaient à se faire entendre, notamment parmi ceux qui jugeaient le roi trop influencé par ses favoris et trop enclin à rechercher la paix avec la France, tant que la position militaire de l'Angleterre demeurait solide. Pour l'heure, pourtant, la petite Isabella était en sécurité dans sa nouvelle demeure. Richard l'installa dans ses propres appartements, au palais de Westminster, avec un personnel choisi avec soin, un équilibre délicat entre domestiques français et anglais. Ses journées s'écoulaient paisiblement, rythmées par les leçons, les prières et les longues promenades dans les jardins du palais. On lui enseignait les langues, les arts et l'étiquette rigoureuse de la cour anglaise. Elle apprit à faire la révérence à l'anglaise, à préférer le vin à la bière pendant les repas, et à parler anglais avec l'accent raffiné de la cour, plutôt qu'avec celui de ses précepteurs français. Richard, lui, suivait de près son éducation. Il s'intéressait sincèrement à son bien-être. Les chroniques de l'époque décrivent ses visites régulières dans les appartements de la jeune reine. Il lui apportait des présents venus de tout son royaume, des oiseaux exotiques d'Irlande, des livres précieux d'Oxford et des instruments de musique fabriqués par les meilleurs artisans londoniens. Il semblait apprécier véritablement sa compagnie. Et peu à peu, Isabella commença à attendre ses visites avec une douce impatience, l'accueillant chaque fois avec ce mélange de formalité et d'affection sincère qui caractérisait leur relation si particulière. Les autres enfants présents à la cour acceptèrent rapidement Isabella comme l'une des leurs. Les maisons royales du Moyen Âge étaient peuplées de jeunes nobles
élevés et instruits aux côtés des fils et filles du monarque. Très vite, Isabella se lia d'amitié avec les filles des partisans de Richard II, des jeunes nobles proches de son âge, qui l'aidèrent à s'orienter dans les subtilités et les règles tacites de la société anglaise. Sa compagne la plus chère était Margaret Holland, fille de l'un des demi-frères du roi. Margaret n'avait que 2 ans de plus qu'Isabella, mais à ses yeux, elle semblait déjà si sophistiquée, si sûre d'elle, presque adulte. C'est Margaret qui lui enseigna les jeux d'enfants anglais, qui lui montra à quelle dame de compagnie elle pouvait confier ses secrets, et qui l'avertit, avec la sagesse précoce des jeunes nobles, des courants politiques sous-jacents, auxquels même les enfants ne pouvaient échapper totalement. Les 2 jeunes filles passaient des heures entières dans le jardin privé d'Isabella, brodant en silence ou riant doucement, tandis que Margaret lui expliquait les longues lignées des maisons nobles anglaises et les vieilles querelles qui couvaient encore sous le vernis fragile des bonnes manières de la cour. Isabella apprenait vite. Son regard neuf et son éducation française lui donnaient parfois une perspective différente sur la politique anglaise. Des réflexions si justes qu'elles surprenaient même les courtisans plus âgés. Un jour, alors qu'elle cousait près de la fontaine, Isabella demanda doucement à Margaret « Pourquoi les nobles anglais s'observent-ils toujours avec tant d'attention? En France, il y a des factions, des querelles. Mais ici, on dirait que tout le monde attend que quelque chose arrive. » Margaret, d'une sagesse étonnante pour son âge, lui répondit avec gravité. Le règne de Richard, depuis presque ses débuts, a été marqué par des conflits avec ses seigneurs. Ici, Isabella, la paix n'est jamais acquise. Il y avait eu, jadis, une importante rébellion lorsqu'il était encore jeune. Et jamais Richard II n'avait entièrement pardonné à ceux qui s'étaient dressés contre lui. Dans le même temps, de nombreux grands seigneurs estimaient que le roi était trop attaché à ses favoris de la cour et trop enclin à ignorer leurs conseils en matière de guerre et de gouvernement. Le roi est puissant à présent, dit un jour Margaret, d'un ton à la fois grave et lucide. Mais en Angleterre, le pouvoir doit être partagé avec les nobles. Zaz, votre mariage l'aide, car il apporte la paix avec la France. Mais certains pensent que cela montre sa faiblesse, qu'il préfère la négociation à la conquête. Isabella écoutait, absorbant ses leçons, avec le sérieux d'une enfant qui commence à comprendre que sa vie est liée à des forces bien plus grandes qu'elle. Peu à peu, elle apprit à observer la cour avec un œil nouveau. Elle remarquait comment certains nobles se taisaient lorsque Richard entrait dans une pièce, comment les conversations changeaient de ton lorsqu'elle apparaissait, et comment même ces dames d'honneur françaises choisissaient avec soin leurs mots dès que la politique était évoquée. Les années 1397 et 1398 s'écoulèrent paisiblement pour Isabella. Elle passa de la petite fille timide à la jeune fille plus sûre d'elle. Son anglais devint fluide et sa compréhension de la vie de cour de plus en plus fine. Richard, lui, continuait de la traiter avec une bienveillance paternelle, et Isabella commença à se sentir véritablement chez elle, en Angleterre, les murs imposants de Westminster lui devinrent familiers plutôt qu'intimidants. Elle pouvait désormais se repérer seule dans le dédale des couloirs et des salles du palais. Son éducation, riche et exigeante, ne se limitait pas aux arts féminins comme la couture ou la musique. Sur l'ordre de Richard, elle apprit à lire et à écrire, aussi bien en français qu'en anglais. Ses précepteurs comptaient parmi les plus grands érudits du royaume. Elle étudiait l'histoire,
en particulier les chroniques des rois d'Angleterre et de France, découvrant les figures dont les actions avaient façonné le monde dans lequel elle vivait désormais. Mais l'une de ses leçons préférées portait sur les cartes. Son maître, un clerc érudit nommé Maître William, étendait sur le sol de sa chambre d'études de vastes parchemins. À genoux près de lui, Isabella suivait du doigt les lignes sinueuses des côtes, imaginant les navires, les armées, les ambassadeurs, traversant la Manche d'un royaume à l'autre. « Voyez ici, votre grâce, » disait Maître William, en désignant les eaux étroites entre Douvres et Cala. Ce petit bras de mer a été à la fois un pont et une barrière entre nos peuples. Votre mariage, dit Maître William d'une voix douce, représente l'espoir qu'il ne serve finalement que de pente. Isabella hocha la tête solennellement. Elle comprenait, même à 8 ans, qu'elle incarnait quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle n'était pas seulement une jeune fille apprenant à devenir reine. Elle était un symbole vivant de paix entre deux nations qui s'étaient combattues depuis des temps immémoriaux. Mais les symboles, comme Isabella allait bientôt l'apprendre, étaient des choses fragiles dans le monde violent de la politique médiévale. Les premiers signes de trouble apparurent au début de l'année 1399. Isabella remarqua d'abord un changement d'atmosphère à la cour. Les conversations s'interrompaient brusquement lorsqu'elle entrait dans une pièce. Ces dames de compagnie échangeaient des regards inquiets lorsqu'elle pensait qu'elle ne les observait pas. Même Margaret Holland, habituellement si enjouée, semblait distraite, anxieuse, tout en s'efforçant de préserver leurs habitudes. Richard, lui, paraissait profondément changé. Ses visites aux appartements d'Isabella devinrent plus rares, et quand il venait, il semblait absent, le regard perdu par les fenêtres vers la Tamise, comme s'il s'attendait à voir des navires à l'horizon. Les présents habituels, livres, bijoux, oiseaux exotiques, cessèrent soudain, et Isabella commença à se demander si, d'une manière ou d'une autre, elle l'avait déçu. Mais la vérité était bien plus grave qu'une simple offense d'enfant. Richard II faisait face à la plus grande crise de son règne, et cela n'avait rien à voir avec sa jeune reine, son cousin, Henry Bolingbroke, qui l'avait exilé l'année précédente, était revenu en Angleterre. Avec une armée, officiellement, il prétendait ne vouloir que récupérer son héritage. Mais en réalité, ses ambitions étaient bien plus vastes. De nombreux nobles anglais, là du règne de Richard et de ses favoris, commencèrent à rallier la cause d'Henri. La stabilité, si patiemment construite, celle qui avait permis à Isabella de se sentir en sécurité à la cour d'Angleterre, s'effondrait à une vitesse terrifiante. Et Isabella comprit l'ampleur du danger lorsqu'un matin, en se réveillant, elle découvrit que plusieurs de ces dames de compagnie anglaises avaient disparu. Pendant la nuit, silence, le vent soufflait sur Westminster, et pour la première fois, la jeune reine eut peur lorsqu'elle demanda à ses serviteurs français où ils étaient allés. Elle ne reçut que des réponses évasives. Dans l'après-midi, elle entendit des cris provenant de la cour, située en contrebas de ses fenêtres. Lorsqu'elle regarda dehors, elle vit des hommes armés portant une livrée inconnue. Ce soir-là, Margaret Holland fit irruption dans les appartements d'Isabella, le visage blême de peur. « Tu dois faire tes valises immédiatement, » murmura-t-elle d'un ton urgent. « Uniquement l'essentiel. Nous quittons Westminster ce soir. »« Où allons-nous » demanda Isabella, le cœur battant la chamade, envahie par une panique qu'elle n'avait plus ressentie
depuis ses premiers jours en Angleterre. À la tour, répondit Margaret. Le roi dit que c'est pour votre sécurité. Elle s'interrompit, mais Isabella comprit immédiatement. La tour de Londres était à la fois palais et prison, et en période de bouleversement politique, cette distinction perdait souvent tout son sens. Le voyage à travers les rues sombres de Londres fut inédit pour Isabella. Au lieu des processions cérémonielles, auxquelles elle était habituée, ils voyagèrent dans un petit convoi, lourdement gardé, avec des hommes armés, à cheval devant et derrière sa litière. Les rideaux étaient tirés, mais elle pouvait entendre les bruits de la ville autour d'eux. Non pas le bruit habituel du commerce et de la vie quotidienne, mais quelque chose de plus urgent, de plus menaçant. Dans la tour, Isabella fut installée dans des appartements confortables, mais conçus clairement pour contenir, plutôt que simplement loger, leur occupante. Les fenêtres étaient barricadées, et des gardes se tenaient à chaque entrée. Ces dames de compagnie françaises furent autorisées à rester auprès d'elle, mais la plupart de ses suivantes anglaises furent congédiées. Pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre, Isabella se sentit véritablement isolée. Richard vint la voir, le deuxième jour de son séjour à la tour. Le changement chez lui fut choquant. Le roi sûr de lui et bienveillant, qu'elle avait connu, avait disparu, remplacé par un homme qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques semaines. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, et son regard exprimait une sauvagerie qui rappelait à Isabella les crises de folie de son père. « Ma chère enfant », dit-il en s'agenouillant devant sa chaise, comme il l'avait fait lors de leur première rencontre. « Je crains que notre situation ne soit devenue difficile. Certains contestent mon droit de régner et cherchent à détruire la paix que nous avons instaurée avec le royaume de votre père. » Isabella, maintenant âgée de 9 ans, bien plus mature qu'elle ne l'était 3 ans auparavant, en comprenait les implications. « Es-tu toujours roi ?» demanda-t-elle directement. Le sourire de Richard était amer, mais Henry Bolingbroke avait rallié de nombreux partisans. « Je ne pourrais peut-être plus vous protéger, comme je le faisais autrefois, » ajouta-t-il. La conversation qui suivit fut différente de toutes celles qu'ils avaient eues auparavant. Pour la première fois, Richard s'adressa à Isabella, non plus comme à une enfant à protéger, mais comme à une égale sur le plan politique, qui devait comprendre les réalités de sa situation. Il lui expliqua qu'Henri revendiquait le trône, que de nombreux grands nobles avaient abandonné la cause de Richard, et que l'avenir de l'Angleterre et la paix avec la France étaient désormais en jeu. « Que va-t-il m'arriver » demanda Isabella, faisant preuve d'un calme qui aurait été remarquable chez un adulte, et encore plus chez une fillette de 9 ans. « Je ne sais pas, » admit Richard, et Isabella put voir que cette incertitude le tourmentait profondément. Henri pourrait chercher à se servir d'elle comme monnaie d'échange avec son père, ou bien il pourrait honorer leur mariage et continuer à la protéger. Tout dépendrait de l'importance qu'il accordait à la paix avec la France par rapport à ses propres ambitions. Ce fut la première véritable leçon d'Isabella sur l'arithmétique brutale de la politique médiévale. Sa valeur en tant que personne était secondaire par rapport à sa valeur en tant que symbole et atout diplomatique. L'amour et l'attention que Richard lui avait témoignés, aussi sincères fussent-ils, ne pouvèrent la protéger. Des forces supérieures qui remodelaient le royaume d'Angleterre. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une incertitude insoutenable. Isabella pouvait entendre les bruits de la ville au-delà des murs de la tour, mais elle était coupée de toute information fiable sur ce qui se passait. Ces dames françaises chuchotaient entre elles, dans leur langue maternelle,
Mais même elle semblait ne savoir que rumeurs et spéculations. Finalement, par une grise matinée d'octobre, Isabella entendit le son qu'elle redoutait. Les pas lourds d'hommes armés qui s'approchaient de ses appartements. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle ne vit pas les gardes, auxquels elle s'était habituée, mais de nouveaux hommes, portant la livrée à rose rouge d'Henry Bolingbroke. L'homme qui entra derrière eux était grand et imposant, avec l'allure d'un soldat et le regard calculateur d'un homme politique. C'était Henri lui-même, désormais Henri IV d'Angleterre, venu rencontrer l'enfant, qui représentait à la fois une opportunité et un problème pour son nouveau règne. Isabella se leva de sa chaise et fit une profonde révérence, comme on le lui avait appris. Lorsqu'on rencontrait un roi, Henri l'observa longuement, appréciant son assurance, son intelligence évidente, et calculant, peut-être, l'usage qu'il pourrait faire d'elle. « Votre grâce », dit-il formellement. Isabella remarqua qu'il utilisait toujours son titre royal. « Je regrette que les circonstances rendront nécessaire de discuter de votre avenir dans de telles conditions. » « Qu'est devenu le roi ?» demanda Isabella, parlant de Richard, avec la franchise qui était devenue sa marque de fabrique. « Richard de Bordeaux n'est plus roi, » répondit Henri, utilisant le nom de naissance plutôt que le titre royal. « Il a abdiqué en faveur de ma revendication du trône. » Isabella en savait assez sur la politique pour comprendre qu'abdiquer signifiait probablement être contrainte de renoncer à la couronne, mais elle ne contesta pas cet euphémisme. Au lieu de cela, elle posa la question qui importait le plus pour son avenir immédiat. Que vais-je devenir? La question d'Isabella résonna dans la salle comme un écho fragile, chargé d'angoisse et de courage. La réponse d'Henri déterminerait si elle resterait reine ou deviendrait simplement une prisonnière de grande valeur. Son sort dépendait de la manière dont le nouveau roi choisirait d'interpréter le traité de paix avec la France. Fallait-il le préserver ou risquer la guerre pour atteindre d'autres ambitions politiques? Cela dépend de nombreux facteurs, déclara Henri d'une voix mesurée. La réaction de votre père aux récents événements, les conseils de mes seigneurs, et peut-être plus encore, votre propre conduite dans les mois à venir. C'est par ces mots qu'Isabella, âgée de 9 ans, entra dans la période la plus périlleuse de sa jeune existence. La bulle protectrice de la cour de Richard avait disparu, remplacée par les dures réalités d'un royaume en transition. Elle n'était plus seulement une enfant reine, élevée pour remplir son rôle royal. Elle était désormais une prisonnière politique dont la valeur pouvait se mesurer au prix de la guerre ou de la paix. Les semaines qui suivirent la déposition de Richard furent une véritable leçon de survie pour la jeune reine, confinée dans la tour, mais pas encore officiellement emprisonnée. Elle devait naviguer dans les eaux troubles d'une cour incertaine où nul ne savait encore quel serait son destin. Certains partisans d'Henri affirmaient qu'elle devait être immédiatement renvoyée en France, non seulement pour éviter le coût de son entretien, mais aussi pour montrer que l'Angleterre était prête à renégocier la paix en position de force. D'autres, plus prudents, soutenaient qu'Isabella était un atout stratégique. Tant qu'elle demeurerait sous la garde anglaise, son père hésiterait à entreprendre quoi que ce soit qui puisse mettre en péril la sécurité de sa fille. Cette faction plaidait pour qu'elle soit maintenue dans le confort, mais sous une surveillance étroite. Isabella, avec une maturité surprenante pour une enfant de 9 ans, joua son rôle à la perfection. Elle se montrait polie, respectueuse, jamais provocante. Elle évitait soigneusement toute parole ou tout geste
qui put être interprétée comme une défiance envers le roi Henri IV. Mais dans le même temps, elle conserva toute la dignité de son rang. Elle refusait d'être traitée comme autre chose que ce qu'elle était encore, la reine légitime d'Angleterre. Ces dames de compagnie françaises, fidèles et discrètes, lui furent alors inestimables. Contrairement à ses suivantes anglaises, qui avaient été renvoyées ou avaient fui, ces femmes restèrent fidèles, non pas à une faction, mais à Isabella elle-même. Elles défendirent ses intérêts, elles la conseillaient, elles l'aidaient à comprendre les nuances subtiles de sa situation. « Souviens-toi, ma chère », lui murmura un soir Madame Dusy, sa dame de compagnie principale. « Tu es toujours reine d'Angleterre. Aux yeux de la loi et aux yeux de ton père, le roi de France, Henri porte peut-être la couronne, mais il n'a pas encore osé dissoudre ton mariage, ni répudier formellement le traité de paix. Tant que cela reste vrai, ajouta-t-elle d'une voix ferme, tu as de la valeur. Et là où il y a de la valeur, il y a de l'espoir. Mais cet espoir, Isabella allait bientôt l'apprendre, avait un prix terrible. Peu à peu, des nouvelles sombres parvinrent jusqu'à la tour. D'abord, de simples murmures. Richard serait mort, en captivité, au château de Pontefract. Puis des rumeurs plus sinistres encore. Sa mort, disait-on, n'aurait pas été naturelle. Certains prétendaient que les partisans d'Henri avaient arrangé un accident pour que l'ancien roi trouve la mort. Quand Isabella reçut enfin la confirmation officielle de la disparition de Richard, la nouvelle la frappa, avec une force inattendue. Elle ne l'avait jamais aimé. Comme une épouse aime son mari, comment l'aurait-elle pu? Elle n'était qu'une enfant. Mais Richard avait été bienveillant, protecteur, presque paternel. Il avait été pour elle la figure la plus proche d'un père depuis son départ de France. Sa mort représentait bien plus qu'une tragédie politique. C'était la perte de son dernier lien avec la vie, qu'elle s'était construite en Angleterre, et la manière dont Richard était mort laissait présager un avenir sombre. Car si Henri avait pu ordonner la mort d'un roi sacré, quel scrupule aurait-il eu à se débarrasser d'une princesse française devenue inutile? Ses craintes se révélèrent fondées. Au début de l'an 14 Sainte, Isabella reçut un ultimatum du gouvernement d'Henri. Elle serait autorisée à retourner en France, mais à une seule condition, qu'elle reconnaisse formellement Henri comme roi légitime d'Angleterre et qu'elle renonce à toute prétention au trône anglais en tant que veuve de Richard. L'accord proposé était, du point de vue d'Henri, un chef-d'œuvre diplomatique. En quittant volontairement l'Angleterre, Isabelle aurait accepté implicitement que son mariage avec Richard ait été dissous par sa destitution. Ce simple geste aurait libéré Henri des obligations du traité de paix initial, tout en évitant les scandales politiques d'une expulsion forcée d'une reine encore enfant. Pour Isabella, le choix était radical, accepter l'exil et admettre que ces 3 années de règne n'avaient servi à rien, ou refuser et risquer de rester prisonnière indéfiniment. À 10 ans, on lui demandait de prendre une décision qui allait peser sur l'avenir de 2 royaumes. Ses conseillers français, eux, étaient profondément divisés. Certains disaient qu'elle rentre en France, qu'elle retrouve la sécurité de la cour de son père, et qu'un jour, peut-être, elle se remarie. Mais d'autres s'y opposaient fermement. Elle est la veuve légitime de Richard, la reine légitime d'Angleterre. Aucune usurpation d'Henri ne peut changer cela. Isabella, elle, oscillait entre ces 2 voies. Une part d'elle aspirait à rentrer chez elle, à revoir sa famille,
à fuir la peur constante de la cour d'Henri. Mais une autre part, plus grave, plus consciente, ne pouvait supporter l'idée de trahir la mémoire de Richard et d'abandonner la paix qu'il avait tant voulu préserver. Des semaines durant, elle hésita. Puis, la décision fut prise à sa place. Le roi Charles VI, dans un rare moment de lucidité, fit savoir qu'il exigeait le retour immédiat de sa fille en France. Le message diplomatique était sans équivoque. Si l'Angleterre refusait, cela serait considéré comme un acte d'hostilité envers la couronne française. Face à la perspective d'une reprise de la guerre, Henri céda. Mais les conditions de la libération d'Isabelle furent volontairement floues, permettant à chaque camp d'en donner sa propre version. En France, on dirait qu'elle rentrait libre. En Angleterre, qu'elle avait été renvoyée. L'été de 1401 marqua le début de son voyage de retour. Ce fut une expérience douloureuse et douce à la fois. Elle quittait la seule maison qu'elle avait connue depuis 5 ans, les appartements, où elle avait appris à lire la poésie anglaise, les jardins, où elle avait ri avec Margaret Holland, et la grande salle où, jadis, elle avait été couronnée reine d'Angleterre. Mais elle rentrait aussi dans un pays qui lui était devenu étranger. Son français avait pris un léger accent anglais. Elle préférait la mode anglaise à celle de Paris. Et même les manières de la cour de France lui semblaient soudain étrangères. La petite fille, qui avait quitté Paris à 6 ans, y revenait à 11 ans, transformée, marquée à jamais par des expériences que nul en France ne pouvait comprendre. Les retrouvailles avec ses parents furent teintées de troubles et de douleurs. Son père, Charles VI, était en pleine crise, convaincu d'être poursuivi par des ennemis invisibles. Il refusait de reconnaître sa propre famille. Quand il sortit enfin de sa folie, des semaines plus tard, il sembla déconcerté par la présence d'Isabelle, comme s'il avait oublié qu'elle avait été reine d'Angleterre. Sa mère, Isabeau de Bavière, fut plus accueillante, mais aussi plus calculatrice. La reine de France vit aussitôt dans sa fille une pièce maîtresse politique. Et déjà, elle commença à réfléchir à la manière dont la position unique d'Isabelle pourrait servir les intérêts de la France. En tant que veuve d'un roi d'Angleterre, Isabelle jouissait d'un statut diplomatique singulier, un privilège qui, bien manié, pouvait s'avérer précieux dans les négociations à venir entre les deux royaumes. Mais plus immédiatement, son passage à la cour d'Angleterre faisait d'elle une source rare, presque inestimable, d'informations sur la politique et les capacités militaires anglaises. Isabella se retrouvait alors prise entre deux devoirs contradictoires, sa loyauté et son savoir. Elle était française de naissance et de retour sur la terre de ses ancêtres. Mais elle avait aussi été reine d'Angleterre et gardait, au fond d'elle, une forme d'attachement, une responsabilité presque morale envers le pays qui avait été sa seconde patrie. Lorsque les conseillers de sa mère l'interrogeaient sur les défenses anglaises ou sur la popularité d'Henri auprès de la noblesse, Isabelle répondait avec prudence. Elle offrait des informations générales, mais évitait soigneusement tout détail stratégique qui pourrait servir à planifier une future campagne militaire. Les mois qui suivirent son retour en France furent pour elle une période d'adaptation et de réflexion. Elle n'était plus une enfant, mais pas encore une adulte. À 11 ans, Isabelle avait déjà connu plus de bouleversements politiques, plus de pertes personnelles que bien des femmes n'en vivent au cours d'une vie entière. Désormais, la question était de savoir quel rôle elle jouerait dans le vaste échiquier de la politique européenne.
Son statut d'ancienne reine d'Angleterre faisait d'elle une candidate au mariage, hautement désirable pour les cours d'Europe. Mais cette même distinction compliquait toute union. Certains prétendants étaient intimidés par la grandeur de son rang. D'autres, au contraire, ne voyaient en elle qu'un instrument politique, un moyen d'accroître leur influence, non pas une jeune femme à aimer et à comprendre. Isabella, elle, avait tiré ses propres leçons du passé. Son mariage avec Richard lui avait appris que les unions politiques pouvaient offrir protection et stabilité, mais aussi combien elles pouvaient s'effondrer quand le vent du pouvoir tournait. Désormais, elle savait ce qu'elle voulait. Tout futur époux devrait comprendre qu'elle n'était plus un simple atout diplomatique, mais une femme jeune, lucide, dotée d'une intelligence vive, de préférence et d'ambition. La cour de France, en cette année 1401, n'était pourtant pas un lieu sûr pour une âme aussi complexe. La guerre contre l'Angleterre avait engendré un violent sentiment anti-anglais, et les années qu'Isabelle avait passées à Londres avaient semé la méfiance dans les esprits de certains courtisans. Pour beaucoup, elle restait la reine étrangère, celle qui avait partagé la couronne de l'ennemi juré. Mais sous ce regard de suspicion, Isabelle, désormais consciente de sa valeur et de son passé, commençait à comprendre que son histoire n'était pas terminée. Elle devait sans cesse veiller à ne pas paraître trop favorable aux intérêts anglais, tout en ne trahissant pas l'affection sincère qu'elle avait jadis éprouvée pour Richard et pour certains de ses partisans. Dans le même temps, l'instabilité mentale de son père rendait le gouvernement français plus fragile que jamais. Le pouvoir réel était désormais entre les mains de factions rivales, nobles ambitieux, familles influentes, chacune cherchant à imposer sa propre vision du royaume. Isabelle devait naviguer dans cet océan de rivalité sans devenir l'instrument d'un clan ni la victime des intrigues de cour. Sa mère, Isabeau de Bavière, fut à la fois sa protectrice et une menace potentielle. La reine de France se souciait sincèrement du bien-être de sa fille, mais c'était aussi une femme politique redoutable, lucide, qui voyait dans l'expérience d'Isabelle et dans ses anciennes relations anglaises un atout diplomatique. Pour la couronne de France, la protection d'Isabeau avait donc un prix. Servir les intérêts du royaume, même lorsque ces intérêts entraient en conflit avec les convictions morales ou les désirs personnels d'Isabelle. L'année 1402 apporta de nouvelles tensions. Isabelle apprit qu'Henri IV était confronté à de graves rébellions en Angleterre. La puissante famille Percy, jadis son allié, s'était retournée contre lui, et dans les montagnes du pays de Galles, comme dans les frontières d'Écosse, des soulèvements éclataient. À la cour de France, certains virent là une opportunité, celle d'envahir l'Angleterre, de renverser le nouveau roi et de restaurer la dynastie légitime. Dans ces plans audacieux, Isabelle devait jouer un rôle symbolique. La veuve légitime du dernier roi Plantagenet, l'étendard autour duquel ralliait une croisade politique. Mais Isabelle, en entendant ces discours, fut horrifiée. Elle ne voulait pas voir l'Angleterre déchirée par une nouvelle guerre civile. Quelles que fussent ses opinions sur la prise de pouvoir d'Henri, les Anglais qu'elle avait connus, ses serviteurs, ses professeurs, ses compagnes d'enfance, étaient innocents. Des crimes politiques commis par leur roi, l'idée même que des armées françaises puissent brûler, piller, ravager des villages anglais en son nom, lui était insupportable. Lorsqu'on l'interrogea directement sur son opinion concernant une éventuelle invasion, Isabelle répondit avec un calme souverain.
Elle rappela que toute guerre entraînerait d'immenses pertes des deux côtés, que le peuple anglais, même divisé, se rallierait pour défendre sa terre, et que le succès d'une telle entreprise était loin d'être garanti face aux défenses naturelles et à la discipline militaire de l'Angleterre. Sa ferme opposition à toute offensive lui valut la critique des faucons de la cour, qui l'accusèrent de double loyauté. Mais elle reçut aussi le soutien discret de voix plus sages, plus mesurées, qui comprenaient que la paix avec l'Angleterre servait mieux la France qu'un nouveau cycle de guerre. Ces tensions politiques atteignirent leur paroxysme en l'an 1403, lorsque des représentants de Charles, duc d'Orléans, présentèrent une proposition de mariage qui allait, une fois encore, bouleverser la vie d'Isabelle. Charles d'Orléans était son cousin, le fils du frère de son père, et l'un des nobles les plus puissants du royaume de France. À 29 ans, il avait exactement le même âge que Richard lorsqu'il avait épousé Isabelle. Mais cette fois, la différence d'âge paraissait moins marquée. Isabelle approchait désormais ses 14 ans. Le mariage envisagé semblait avantageux à bien des égards. Il permettrait à Isabelle de demeurer au sein de la famille royale française, empêchant qu'elle ne devienne un simple atout diplomatique entre les mains d'une puissance étrangère. Il la rapprocherait aussi de l'une des cours les plus raffinées d'Europe. Le duc d'Orléans était connu comme un mécène des arts, un poète, un homme cultivé, mais aussi un commandant militaire compétent. Pour Isabelle, ce mariage offrait enfin la perspective d'une union fondée sur le respect et la compréhension mutuelle, plutôt que sur la froide stratégie politique. Elle avait rencontré Charles à plusieurs reprises durant son enfance, et il l'avait toujours traité avec courtoisie et bienveillance. Plus encore, il semblait assez mûr, assez sage, pour devenir un véritable partenaire et non un tuteur ou un protecteur distant. Les négociations se déroulèrent dans un climat de troubles persistants en Angleterre et de confiance croissante à la cour de France. Quant à la fragilité du règne d'Henri IV, si Henri venait à tomber, certains pensaient qu'Isabelle pourrait être rappelée en Angleterre afin de légitimer un nouveau régime. Cette possibilité rendait le moment du remariage d'Isabelle particulièrement délicat. Charles d'Orléans comprit toute la subtilité de la situation. Il ne cherchait pas simplement une épouse, il envisageait une alliance, une union avec une femme dont le destin pourrait, un jour, influer sur la politique des deux royaumes. Leur première rencontre sérieuse fut empreinte d'une émotion inattendue. Isabelle fut frappée par la différence profonde entre Charles et Richard. Là où Richard était doux, rêveur, presque détaché du monde, Charles, lui, était ardent, plein de passion et intensément engagé dans les affaires de son temps. Il lui parlait, non comme à une enfant à protéger, mais comme à une égale, une femme dont les opinions avaient du poids. « Je tiens à ce que vous compreniez, » lui dit-il un soir d'une voix grave et sincère, « que je ne souhaite pas épouser l'ancienne reine d'Angleterre. Je veux épouser Isabelle de Valois, cette jeune femme qui a survécu au cours de 2 royaumes et qui en est sortie, la tête haute, la dignité intacte. » Ces mots touchèrent profondément Isabelle. Pour la première fois, quelqu'un la voyait, non comme un symbole politique, mais comme une personne entière. À 14 ans, elle n'était plus une enfant. Les sentiments qu'elle éprouvait pour Charles étaient nouveaux, sincères, et d'une intensité qu'elle ne soupçonnait pas encore. Ce n'était plus la petite reine offerte en mariage pour sceller un traité. C'était une jeune femme, au seuil de sa propre histoire, prête à aimer et à choisir enfin son destin. Charles était beau, cultivé, intelligent, mais surtout, il semblait voir en Isabelle non pas un atout politique, mais une personne à part entière.
Les négociations matrimoniales se déroulèrent rapidement. Une fois les conditions de base acceptées par les deux parties, Isabelle apporterait à ce mariage son prestige d'ancienne reine d'Angleterre, ainsi que ses précieuses relations diplomatiques. En retour, Charles lui offrirait une position stable au sein de la société française et une protection solide contre ceux qui auraient pu chercher à l'utiliser pour leurs propres ambitions. Le mariage eut lieu en juin 1406 dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Une cérémonie éclatante, volontairement différente du premier mariage d'Isabelle, qui n'avait été qu'une affaire diplomatique discrète. Cette fois, tout Paris semblait vouloir témoigner de la puissance et de la prospérité de la maison royale de France. Isabelle, âgée de 16 ans, portait une somptueuse robe de soie bleu nuit brodée de fils d'or. Ses cheveux noirs, légèrement relevés, étaient couronnés d'un diadème de saphir et de perles. Elle avançait dans la nef avec une grâce assurée. Ce n'était plus la fillette apeurée, mariée à un roi étranger. C'était une jeune femme souveraine, fière, décidée à choisir sa propre voie. Charles l'attendait à l'autel, vêtu de ses plus beaux habits, le visage illuminé par un bonheur sincère, et non par une simple satisfaction diplomatique. Lors de l'échange des vœux, leur voix était claire. Fortis, vibrantis. Les témoins racontent qu'ils se regardaient droit dans les yeux, non pour réciter un rituel, mais pour sceller une véritable promesse. Le festin de noces fut à l'image du royaume tout entier. Somptueux, vivant, plein de poésie et de lumière. Des troubadours chantèrent des ballades à la gloire du jeune couple. Des pièces de théâtre illustrèrent le triomphe de l'amour sur l'adversité. Et les meilleurs vins de France coulèrent à flots. Isabelle se surprit à sourire, à rire même, à se détendre enfin. Pour la première fois depuis longtemps, elle goûtait à la joie simple d'une fête vécue pour elle, et non pour un traité entre deux royaumes. Plus encore, pour la première fois, depuis son départ de France, lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle se sentit chez elle. La cour de France l'accueillait à nouveau, non comme une reine déchue, mais comme une femme accomplie, porteuse de sagesse et d'expérience. Les premières années du mariage d'Isabelle et de Charles furent parmi les plus heureuses de leur vie. Charles s'avéra être non seulement un mari attentif, mais aussi un compagnon d'esprit qui partageait son amour de la littérature, de la musique et des arts. Dans un monde encore déchiré par les guerres et les ambitions, leur union semblait un instant annoncer la possibilité d'un avenir apaisé. Sa cour de Blois devint rapidement un foyer de raffinement et d'art, un lieu vibrant où affluaient poètes, érudits et artistes venus de toute l'Europe. Isabelle s'y investit avec un enthousiasme contagieux. Elle protégea les troubadours, commanda des manuscrits enluminés et fonda un scriptorium où des moines copiaient, jour et nuit, les textes les plus précieux du royaume. Sous son impulsion, la cour de Blois devint un phare de culture au cœur d'une France troublée. Elle entretenait une correspondance suivie avec les plus grands penseurs de son temps, encourageant les échanges intellectuels entre les cours françaises et étrangères. Son passage en Angleterre lui avait donné une perspective unique sur les différences culturelles de l'Europe médiévale, et elle utilisa cette expérience pour bâtir des ponts entre les nations, plutôt que des murs. Mais Isabelle ne se limita pas au rôle d'une mécène éclairée. Elle commença aussi à affirmer sa propre voie politique. Charles, son époux, appréciait profondément sa connaissance des affaires anglaises. Mais plus encore, il respectait son jugement et sa lucidité. Peu à peu, Isabelle devint une véritable partenaire de pouvoir, et non plus une simple épouse symbolique. Leur premier enfant, une fille prénommée Jeanne,
vit le jour en 1407. Isabelle aborda la maternité avec la même intensité qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait, déterminée à être une mère présente, plus présente que ne l'avait été la sienne. Durant le chaos du règne de Charles VI, elle insista pour allaiter elle-même son enfant. Les médecins protestèrent, jugeant cela indigne d'une duchesse, mais Isabelle tint bon. Quand elle prit Jeanne dans ses bras, pour la première fois, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Cet enfant, se dit-elle, ne connaîtrait ni la peur, ni l'abandon, ni les intrigues politiques qui avaient marqué sa propre enfance. Le soir, elle murmurait des promesses auprès du berceau, en français et en anglais, jurant que Jeanne aurait des choix qu'elle-même n'avait jamais eus. La naissance de leur fille renforça encore les liens entre Isabelle et Charles. Il se révéla être un père attentif, présent, tendre. On le trouvait souvent près du berceau de Jeanne, un livre à la main, lisant doucement des histoires, ou simplement la regardant dormir, émerveillé par le miracle de cette vie nouvelle qu'ils avaient créée ensemble. Mais tandis qu'Isabelle goûtait à ce bonheur domestique, le monde extérieur, lui, continuait d'ébranler la paix du royaume. Les nouvelles d'Angleterre étaient de plus en plus inquiétantes. Henri IV faisait face à des rébellions incessantes, et son autorité vacillait. Plus grave encore, la folie du roi de France, le père d'Isabelle, laissait derrière elle un vide de pouvoir, un vide que les grandes familles nobles étaient prêtes à combler. Par tous les moyens, un vent de conspiration commençait à souffler sur la France, et bientôt, le bonheur fragile d'Isabelle serait mis à l'épreuve. Le beau-père d'Isabelle, Louis d'Orléans, était l'un des nobles les plus ambitieux du royaume. En tant que frère du roi, il revendiquait le droit de gouverner durant les périodes de folie de Charles VI. Mais cette prétention fut immédiatement contestée par le duc de Bourgogne, un homme tout aussi puissant, porté par ses propres ambitions et sa propre vision de l'avenir de la France. La rivalité entre les orléanistes et les bourguignons n'était alors qu'une querelle de factions, une de plus, parmi tant d'autres, qui troublèrent la cour royale. Durant les premières années de son mariage, Isabelle parvint à se tenir à l'écart de ces luttes politiques. Elle préférait se consacrer à sa famille, à la musique, aux lettres et à la paix fragile de sa demeure de Blois. Mais cette sérénité prit fin brutalement. En novembre 1407, lorsque Louis d'Orléans fut assassiné, dans les rues mêmes de Paris, par des hommes à la solde du duc de Bourgogne, l'attaque fut d'une audace inouïe. En plein jour, le frère du roi fut abattu à coups d'épée, son sang se mêlant à la boue des pavés avant que les meurtriers ne disparaissent. Dans le labyrinthe des ruelles parisiennes, ce meurtre choqua tout le royaume, et il bouleversa du jour au lendemain la vie d'Isabelle. Charles, son époux, hérita du titre et des responsabilités de son père, mais il hérita aussi d'un fardeau bien plus lourd, celui de la vengeance. Le duc de Bourgogne avait montré qu'il était prêt à employer la violence la plus brutale pour atteindre ses fins. La maison d'Orléans devint sa principale cible. Isabelle entra alors dans une nouvelle existence, faite de gardes armés, de nuits sans sommeil et de lettres surveillées. La cour brillante et insouciante de Blois se transforma peu à peu en citadelle assiégée. Charles, autrefois poète et mécène, changeait. Son regard s'assombrissait. Un feu de vengeance brûlait en lui, que même l'amour d'Isabelle ne parvenait pas toujours à apaiser. Il commença à réunir des alliés, à lever des troupes, préparant l'inévitable, une guerre longue, cruelle, fratricide. Isabelle, fidèle et aimante, soutint son mari. Mais dans le secret de ses prières, elle craignait ce que cette guerre ferait du royaume. Elle avait vu, en Angleterre, comment les luttes de pouvoir pouvaient détruire une dynastie entière. Et elle redoutait
que la France ne subisse le même sort. Ces craintes se révélèrent prophétiques, car bientôt, le conflit entre Orléans et Bourgogne se transforma en guerre ouverte. Au milieu de ces ténèbres, un bref éclat de lumière vint réchauffer son cœur. En 1408, Isabelle donna naissance à un fils, qu'ils prénommèrent Charles. Sa venue apporta un instant de paix, un souffle d'espoir, dans un monde en train de s'effondrer. Mais même ce bonheur était teinté d'inquiétude, car la naissance d'un héritier faisait d'Isabelle et de sa famille une cible encore plus précieuse pour leurs ennemis. Alors, elle éleva son fils, avec une vigilance farouche, le cœur partagé, entre l'amour d'une mère et la peur d'une duchesse, vivant au bord du précipice. Isabelle était déterminée à ce que son fils, Charles, grandisse en comprenant non seulement les privilèges de sa naissance noble, mais aussi les devoirs qui en découlaient. Elle voulait qu'il devienne un homme instruit, fort mais juste, un prince capable de survivre dans le monde impitoyable de la politique médiévale, sans jamais perdre son humanité. Elle insista pour participer à toutes les décisions concernant son éducation. Le choix des précepteurs, l'élaboration de son programme, jusqu'à la manière dont on devait lui enseigner les valeurs du pouvoir. Forte de son propre passé à la cour d'Angleterre, Isabelle veilla à ce que son fils apprenne plusieurs langues, qu'il étudie l'histoire des royaumes d'Europe et qu'il développe les talents diplomatiques qui seraient un jour essentiels à sa survie. Les premières années de la guerre civile furent marquées par une suite interminable de batailles et de sièges, qui finirent par épuiser les deux camps. Tandis que Charles menait campagne, Isabelle se retrouva à gouverner les domaines familiaux. Elle dut apprendre à gérer la logistique complexe de la guerre, les approvisionnements, les négociations et les alliances changeantes d'une France en feu. Et contre toute attente, elle s'y montra remarquablement douée. Ces lettres de cette époque révèlent une femme qui avait cessé d'être l'enfant perdu, ballottée de cour en cour. Elle était devenue une dirigeante accomplie, une femme de tête, qui tenait fermement les rênes de son destin. Mais autour d'elle, le royaume s'effondrait peu à peu. Des provinces entières étaient ravagées par les armées rivales. Les champs brûlaient, les villages étaient pillés et les routes désertées. Le commerce s'arrêta, la famine s'installa et la souffrance du peuple devint insoutenable. Isabelle, refusant de rester spectatrice, utilisa sa position pour agir. Elle fonda des œuvres de charité, fit ouvrir des couloirs sûrs pour les réfugiés et intercéda personnellement auprès des seigneurs locaux pour épargner les civils. Grâce à ses efforts, son nom devint synonyme de compassion. Dans tout le royaume, on parlait de la duchesse d'Orléans comme d'une femme juste, d'une protectrice du peuple, au cœur de la tourmente. Cette réputation allait bientôt devenir sa plus grande force, à mesure que le chaos politique de la France s'intensifiait encore. Et pourtant, au milieu de tant de douleurs, un nouvel espoir naquit. En 1409, Isabelle mit au monde son troisième enfant, une fille prénommée Marguerite. Ce fut un moment de joie, mais aussi d'inquiétude, car Isabelle n'avait que 20 ans, et déjà, les grossesses successives commençaient à user son corps. Mais même affaiblie, elle continua d'avancer, guidée par sa foi, par son intelligence et par un sens profond du devoir et de la dignité. La médecine médiévale offrait peu de remèdes et encore moins de certitudes. Mais Isabelle était lucide, assez intelligente pour comprendre les dangers mortels que chaque accouchement faisait peser sur sa vie. Cette nouvelle grossesse, elle l'aborda avec une prudence extrême. Elle suivit scrupuleusement les conseils des meilleurs médecins du royaume et prit soin de rédiger des instructions précises pour l'avenir de ses enfants, au cas où elle ne survivrait pas. Ces précautions, hélas, s'avérèrent nécessaires, car la naissance de Marguerite
faillit lui coûter la vie. Pendant plusieurs jours, après l'accouchement, Isabelle oscilla entre la vie et la mort. Son corps, épuisé, affaibli par la perte de sang et la fièvre, semblait prêt à céder. Charles ne quittait presque jamais son chevet. Dans toute l'Europe, on envoyait des messagers, suppliant les monastères et les églises de prier pour sa guérison. La peur de la perdre obligea le couple à regarder en face la fragilité de leur bonheur et l'incertitude du sort de leurs enfants. La convalescence d'Isabelle fut longue et incomplète. Son corps, marqué à jamais, resta vulnérable aux maladies qui décimaient alors les populations médiévales. Les médecins furent informels. Une nouvelle grossesse lui serait probablement fatale. Ce verdict pesa lourdement sur son cœur et sur son mariage. L'intimité du couple devint hésitante, empreinte de peur et de retenue. Pour Isabelle, ce fut une douleur silencieuse. Elle, qui avait trouvé dans l'amour charnel une joie profonde et sincère, devait désormais le fuir pour rester en vie. Et pourtant, malgré cette épreuve, leur union demeura solide. Isabelle et Charles trouvèrent d'autres manières d'exprimer leur tendresse et leur complicité. Ils se plongèrent ensemble dans la culture, les arts et la politique. Isabelle, affaiblie physiquement, mais renforcée moralement, prit une part toujours plus active dans la gouvernance de leur territoire. Pendant les campagnes militaires de Charles contre les Bourguignons, elle exerça de fait le rôle de co-régente. Mais l'année 1410 apporta de nouvelles menaces. Le duc de Bourgogne commença à négocier secrètement avec les Anglais, espérant attirer Henri IV dans le conflit français. L'idée d'une intervention anglaise remplit Isabelle d'horreur. Elle savait mieux que quiconque ce que cela signifiait. Elle avait vu de ses propres yeux les ravages de la guerre de 100 ans. Alors, forte de son passé d'ancienne reine d'Angleterre, Isabelle entreprit d'user de son influence. En silence, avec prudence, elle établit des contacts discrets avec la cour anglaise, cherchant à prévenir le pire, à sauver la France d'un désastre annoncé. Par l'intermédiaire de messagers discrets, Isabelle tenta de convaincre Henri IV qu'une intervention anglaise dans la guerre civile française serait à la fois coûteuse et vaine. Elle savait que toute nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre ne ferait qu'attiser les souffrances des peuples sans véritable vainqueur. Mais ses efforts furent entravés. Beaucoup, à la cour d'Angleterre, se méfiaient encore d'elle. L'ancienne reine, celle qui avait partagé le trône avec Richard de Bordeaux. Malgré cette méfiance, Isabelle persiste. Avec calme et intelligence, elle s'efforça d'empêcher le retour d'un conflit à grande échelle entre les deux royaumes. Ses efforts diplomatiques révélèrent toute la sophistication politique qu'elle avait acquise au fil des années. Elle comprenait désormais que sa véritable valeur ne résidait plus seulement dans son sang royal, mais dans sa vision stratégique, sa capacité à percevoir les grands mouvements de la politique européenne et à tisser des alliances au service d'intérêts multiples et parfois opposés. Son succès, même partiel, fut remarqué à Paris, à Londres et dans les autres cours d'Europe. La réputation d'Isabelle ne cessa de grandir. On la consultait désormais, non seulement pour les affaires touchant aux terres de son mari, mais aussi pour les questions d'État concernant la France tout entière. Ses avis portaient un poids rare, car il venait d'une femme qui avait connu 2 trônes et survécu aux tempêtes de la politique. Mais derrière cette ascension discrète, sa santé, elle, continuait de décliner. Les années 1411 et 1412 furent marquées par une lente dégradation. Les séquelles de la naissance de Marguerite l'avaient rendue fragile, sujette aux infections respiratoires et à une fatigue chronique qui minait chaque jour un peu plus son énergie. Pourtant, son esprit restait vif, sa lucidité intacte et son cœur profondément engagé. Elle continuait de superviser l'éducation de ses enfants,
de gérer les affaires familiales et de nourrir les échanges culturels qu'elle avait tant encouragés à Blois. Son entourage voyait en elle une femme courageuse, d'une sérénité presque mystique. Consciente que son temps pouvait être compté, elle se rapprocha de la prière et de la contemplation, sans jamais renoncer à vivre pleinement. Le printemps de 1409 apporta une lueur d'espoir. Des négociations de paix s'ouvrirent entre les factions orléanistes et bourguignonnes. Isabelle joua un rôle central dans ces discussions, grâce à sa diplomatie, sa patience, et sa réputation d'impartialité. Elle réussit un temps à rapprocher des camps que tout opposait. Les pourparlers échouèrent finalement, mais son influence fut saluée de toutes parts. Elle venait de s'affirmer comme une médiatrice respectée, une femme dont la voix comptait dans les affaires du royaume. Sa capacité à collaborer avec les représentants des deux factions témoigna d'une maturité politique rare et d'un engagement sincère à trouver des solutions pacifiques aux tourments de la France. Mais au fil de l'année 1409, la santé d'Isabelle se détériora dramatiquement. Les troubles respiratoires chroniques qu'elle endurait depuis la naissance de Marguerite s'aggravèrent, et bientôt, les médecins reconnurent les signes d'une maladie mystérieuse et débilitante, probablement cette tuberculose dont on ignorait encore tout à l'époque. Son état empirait de jour en jour. Et pourtant, Isabelle affronta la perspective de la mort avec la même dignité, le même courage tranquille qui avait marqué toute son existence. Elle fit minutieusement préparer l'avenir de ses enfants, leur tuteur, leur éducation, leur sécurité. Chaque détail comptait. Consciente que sa disparition pourrait fragiliser la position politique de son mari, elle travailla jusqu'à son dernier souffle à consolider la faction orléaniste afin que la mort ne devienne pas une victoire pour leurs ennemis. Les derniers mois de sa vie furent consacrés à la prière, à la réflexion et à ces moments simples passés auprès de ses enfants qu'elle chérissait plus que tout. Elle refusa de rester alitée, insistant pour continuer ses activités quotidiennes aussi longtemps que ses forces le lui permettraient. Déterminée à ne pas devenir un fardeau, elle inspira son entourage par un courage légendaire face à la maladie qui la consumait lentement. On raconta plus tard que des chansons et des poèmes furent composés à sa mémoire, chantant la beauté tranquille d'une reine devenue femme, d'une femme devenue symbole. Isabelle de Valois s'éteignit le 13 septembre de l'an 1409, à l'âge de 20 ans. Elle avait vécu à la croisée de 3 royaumes et de 2 mariages, connu les splendeurs du pouvoir royal et les ombres de l'incertitude politique. Sa mort fut pleurée dans toute l'Europe, non seulement par sa famille et ses sujets, mais aussi par tous ceux qu'elle avait touchés par sa bonté, sa sagesse et son inébranlable humanité. Le cortège funèbre, qui accompagna son corps jusqu'au couvent des Célestins de Paris, fut l'un des plus impressionnants de la France médiévale. Des représentants venus de toute l'Europe vinrent lui rendre hommage à cette femme qui avait incarné mieux que quiconque la rencontre fragile entre le courage personnel et la nécessité politique de son temps. Charles d'Orléans, anéanti par le chagrin, perdit en elle non seulement une épouse aimée, mais une alliée précieuse, une conseillère d'exception, dont la clairvoyance avait guidé ses choix les plus décisifs. Il se remaria plus tard, mais jamais il n'oublia Isabelle, ni le bonheur lumineux qu'ils avaient partagé durant ces années trop brèves. Leur héritage pourtant survécut. Le fils d'Isabelle, Charles, devint poète, mécène des arts et symbole d'une nouvelle génération. Ses filles, Jeanne et Marguerite, s'unirent à de grandes maisons d'Europe, consolidant encore le prestige des Orléans. Et, à travers eux, les valeurs qu'Isabelle leur avait transmises, la compassion, la culture, la foi et la force intérieure, continuèrent de rayonner,
bien au-delà de sa courte vie. Courage, compassion, engagement. Isabelle avait incarné ces vertus tout au long de sa vie, utilisant ses privilèges, non pour dominer, mais pour servir les autres. Sa mort eut des répercussions politiques profondes, en France et bien au-delà. Son absence fit disparaître une influence modératrice sur la guerre civile. Et bientôt, le conflit entre les factions orléanistes et bourguignonnes devint encore plus âpre, plus destructeur. La paix, celle qu'Isabelle avait tant cherché à construire, restait hors de portée, et la France continuerait pendant des années à souffrir de ces divisions internes. Pourtant, l'héritage d'Isabelle s'étendait bien au-delà des conséquences politiques immédiates de sa mort. Elle avait prouvé qu'à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles ne soient que des pions sur l'échiquier du pouvoir, il était possible, par la volonté, par l'intelligence, de créer un espace pour l'action indépendante et pour un leadership moral. Son exemple devint une source d'inspiration pour d'autres femmes confrontées aux mêmes contraintes. Des reines, des régentes, des épouses de pouvoir, qui virent en elles la preuve que la force et la douceur pouvaient coexister. Les générations suivantes citèrent souvent son courage et son esprit éclairé comme modèle d'une grandeur féminine intemporelle. Les historiens modernes, eux, ont parfois eu du mal à comprendre son histoire, partagée entre l'admiration pour ses accomplissements et le malaise devant les circonstances de sa jeunesse. Car le mariage d'une enfant de 6 ans avec un homme de 29 ans heurte inévitablement nos sensibilités contemporaines concernant l'enfance et le consentement. Mais juger le monde d'Isabelle avec nos yeux modernes, c'est passer à côté de la profonde humanité de son parcours. Elle était née dans un système où les enfants royaux n'étaient que des atouts diplomatiques. Et pourtant, elle avait su transcender ces chaînes et se créer une vie emplie de sens et d'accomplissement. Ses mariages, quelles qu'en aient été les origines, étaient devenus des partenariats véritables, fondés sur le respect et l'affection mutuelle. La violence et l'instabilité politique de son époque n'étaient pas le fruit d'une défaillance morale, mais celui d'un monde où la légitimité et la survie étaient constamment menacées. Et dans ce monde brutal, Isabelle sut préserver son intégrité, sa compassion, et une forme de lumière intérieure que rien ne put éteindre. Son histoire nous rappelle que l'histoire ne se résume pas aux batailles, aux rois, aux royaumes qui s'effondrent. Elle est faite aussi des êtres humains qui ont vécu ces événements et les ont façonnés par leur choix. Isabelle de Valois refusa d'être une simple victime des circonstances. Et ce faisant, elle créa un héritage spirituel et politique qui transcende son époque. Quand nous regardons aujourd'hui, à travers les siècles, nous voyons dans sa vie à la fois les limites et les possibilités qui définissent la condition humaine. Oui, elle fut contrainte par son âge et son sexe, mais elle trouva, malgré tout, des chemins pour exercer sa liberté et pour offrir au monde une contribution durable. Son histoire, avant tout, est une histoire de résilience, d'intelligence et d'un refus obstiné de croire que le bonheur personnel et la responsabilité politique s'excluent l'un l'autre. Le monde médiéval, dans lequel naquit Isabelle de Valois, était dur, impitoyable et souvent cruel. La vie était brève, l'enfance fugace, et les alliances politiques étaient scellées au prix de destins humains. Et pourtant, dans ce monde de fer et de foi, des âmes comme Isabelle ont su créer de la beauté, répandre la bonté et tisser des liens d'humanité qui ont donné un sens à leur existence. L'héritage d'Isabelle n'est pas celui d'une victime, mais celui d'un triomphe moral, celui d'un esprit qui refusa d'être brisé. En fin de compte, son histoire nous enseigne que chaque époque porte ses propres dilemmes moraux.
et que, par-delà les siècles, les êtres humains, qu'ils soient rois ou reines, pauvres ou puissants, partagent les mêmes besoins essentiels. L'amour, la sécurité et la quête de sens. Comprendre la vie d'Isabelle de Valois, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes.